Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma de cinéma. Il en est question ce soir avec un grand film monde, monstrueux par sa démesure, par sa folie, par tout ce qu'on peut dire de sa mégalomanie aussi. Et pour en parler, on a la chance d'accueillir nos amis Fabrice Duels, cinéaste et grand cinéphile, et Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma. Bonsoir à tous. On est ravis de voir une salle comme ça, c'est vraiment formidable. En plus, je vois beaucoup de jeunes gens et j'aurais aimé savoir qui n'a pas vu le film. Formidable. Wow. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vénard. Alors, on dit souvent d'Apocalypse Now que c'est probablement le plus grand film jamais fait. C'est probablement vrai. Pourquoi ? Ça, c'est la question. C'est probablement le film où un cinéaste s'engage dans le dépassement de lui-même. C'est le film qui sonde l'âme humaine, ce qu'il y a de pire dans l'âme humaine, comme probablement aucun autre cinéaste auparavant. C'est un cinéaste qui véritablement met sa propre vie en danger pour faire ce film. C'est une production qui dure 3 ans, qui engage des sommes colossales. Enfin, ce serait impossible de faire ce film aujourd'hui. D'autres cinéastes se sont collés aussi à ce genre d'expérience. Je pense à Friedkin ou à Herzog. Mais Coppola réussit ici quelque chose qui est total, qui est une œuvre totale. Alors, elle est passée par différentes phases, des phases très compliquées, de production, de post-production, pour arriver à l'état que vous allez voir aujourd'hui, parce que c'est le final cut, en fait. Il y a eu une version qui est sortie dans les années 80, puis il y a eu une version Redux qui fait 20 minutes en plus, qui est sortie au début des années 2010, 2011, 2012. Et Coppola a revisité son œuvre principale. Bon, Coppola, c'est quand même pas n'importe qui, c'est le réalisateur de Conversations secrètes et des Parrains. Donc c'est un cinéaste absolument accompli, total et extraordinaire. Et ici, jusqu'au bout, il a retaillé en fait la version Redux de 20 minutes. Tout a été dit pratiquement sur Apocalypse Now, donc je ne vais pas vous embêter longtemps, mais simplement, j'aimerais juste recontextualiser en fait 2 minutes Apocalypse. C'est une adaptation d'un roman court de Joseph Conrad. Joseph Conrad était un écrivain très important, est devenu un écrivain très important, mais qui a eu une vie absolument incroyable et très très tumultueuse, et qui a été, avant d'être un écrivain, il a été un marin, un soldat, et il a beaucoup navigué sur les eaux du Congo, à l'époque de l'État indépendant du Congo. À ce moment-là, le Congo n'était même pas une colonie belge, c'était la propriété d'un monarque, Léopold II, une propriété totale d'un homme absolument assoiffé de pouvoir et de gloire. À ce moment-là, il y avait le caoutchouc. Le caoutchouc c'était l'or de l'époque, et il a divisé l'État indépendant du Congo en concessions caoutchoutières où il faisait travailler les indigènes de manière épouvantable. Et c'est un sujet absolument incroyable, c'est très très peu connu, su, étudié, peut-être de plus en plus aujourd'hui, mais Conrad a témoigné en fait de l'horreur et de l'horreur profonde de la colonisation, en tout cas d'une idée de la colonisation. À l'époque, on parlait des 3 C, donc civilisation, commerce et chrétienté. Donc on allait imposer aux indigènes les 3 C, et en échange, on leur piquait leur caoutchouc dans des conditions absolument épouvantables, et on pourra en parler pendant longtemps. Conrad a témoigné de ces faits dans un roman court, encore une fois, qui était même pas une œuvre extraordinaire à l'époque. C'était un roman feuilletonesque, et ça s'appelait Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres est devenue une œuvre maîtresse au début du XXe siècle, qui a fasciné énormément de monde, des penseurs, des poètes, des philosophes, des cinéastes. Orson Welles a voulu en faire une adaptation, il s'est cassé les dents, l'œuvre est probablement très maudite.
Nicolas Roeg en a fait un film beaucoup plus littéral. Et Coppola, pour la faire courte, fin des années 60, on a Zoetrope, American Zoetrope. Coppola est à la tête d'American Zoetrope avec George Lucas, qui va être le papa de Star Wars. Et ils ont l'idée, en tout cas, d'adapter Conrad, Au cœur des ténèbres, en parlant de la guerre du Vietnam. Donc c'est exactement le même désir impérial, la même volonté, en tout cas, impériale. Donc la colonisation, en fait, est la première, est le germe, en fait, de la globalisation qu'on vit aujourd'hui, cette espèce on est réduit à rien. Et en fait, ce film traite de tout ça dans quelque chose de très spécifique, qui est une œuvre totale, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui mêle l'extraordinaire, l'action, qui est un film à grand spectacle, mais qui aussi est une œuvre profonde, introspective, parce que vous allez voir que l'introspection, pour arriver à cette introspection, il a fallu beaucoup de chemin, mais on est plongé dans le regard et dans l'appréhension du capitaine Willard, qui va doucement glisser dans cette rivière, dans ce fleuve, en remontant le fleuve, et qui va explorer sa zone sombre au contact des autres, en allant à la rencontre de Kurtz d'ailleurs, qui est inspiré d'un officier belge, qui est officier à l'État, pendant la période de l'État indépendant du Congo, qui s'appelait Léon Rome, dont les œuvres étaient exposées au musée de Tervuren il n'y a pas encore si longtemps, et qui a influencé Conrad dans sa caractérisation de Kurtz. Donc ce film, en fait, n'est pas qu'un film de divertissement. Ne croyez pas que ce n'est qu'un film de divertissement. C'est une œuvre incroyable, c'est une œuvre de contamination, parce que si on commence comme Willard, on bascule très très vite comme Gilgore. Gilgore, vous allez voir le personnage qui est interprété, le nom m'échappe, le napalm, j'aime le napalm. Voilà, c'est ça, Robert Duval. Et on termine doucement en Kurtz. Et ça, le génie du film, c'est ça, c'est de nous faire basculer, de nous faire glisser entre ces trois étapes et doucement nous faire percevoir qu'est-ce que peut être véritablement la réelle barbarie. Et ça, c'est pour ça que le film est profondément fascinant, nous concerne tous, qui qu'on soit. Et je laisse la parole maintenant à mon camarade qui va vous parler de... Jean-Pierre, si tu pouvais nous parler un peu d'aspect technique sur le film, parce que c'est un film aussi important à ce niveau-là. Absolument. Merci Fabrice d'avoir parlé du fond. Mais le fond au cinéma sans forme n'existe pas. De quelle forme est-ce que nous allons très rapidement parler? C'est celle de l'image et du son. Alors vous êtes ici dans un lieu qui respecte avec une extrême rigueur l'héritage du spectacle cinématographique. Alors nous sommes en 1979, eh bien vous allez voir le film exactement comme Coppola l'a voulu. Mais ça veut dire quoi, comme il l'a voulu? Je viens de vous dire que je vais vous parler de la forme. De quelle forme? L'image et le son. L'image a eu un Oscar. Vittorio Storaro, directeur de la photo, a été oscarisé. Le responsable du son, Walter Murch, qui est un monteur, mais qui a aussi été responsable du mixage du film, a également eu un Oscar. Et le film, pour couronner le tout, a eu la Palme d'Or à Cannes. Reparlons de l'image et du son. Très rapidement, par rapport à l'image, c'est Vittorio Storaro qui est directeur de la photo. Il est engagé sur une énorme production américaine et il va opter pour un système de prise de vue anamorphique Technovision. Alors c'est peut-être un peu du chinois ça, mais tourner avec des optiques qui ne sont pas des optiques Panavision pour une finalité écran large sur un territoire et sur une production américaine, c'est extrêmement difficile. Ils ont fait confiance à Vittorio Storaro, alors que Vittorio Storaro n'avait plus tourné en anamorphique depuis près de 20 ans. Vous imaginez, on fait confiance à un directeur photo qui n'utilise plus un système anamorphique depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on lui fait une énorme confiance. Alors, Vittorio Storaro, on lui doit la photographie de 1900, on lui doit la photographie d'une série importante de films, mais pas pour une finalité scope. Et Storaro va faire des essais, on lui donne les moyens de faire une multitude d'essais et il finit par choisir le procédé Technovision qui permet d'utiliser des caméras européennes à réflexe avec des optiques anamorphiques beaucoup plus légères que chez Panavision et il en aura besoin pour se déplacer dans la jungle.
mais c'est un sujet très compliqué. Je préfère vous parler du son. En 2 mots quand même, une des particularités du système Technovision, c'est que dans les scènes de basse lumière, de nuit par exemple, lorsque la caméra passe devant un spot lumineux intense, eh bien on voit une ligne horizontale sur toute la largeur de l'écran. C'est un défaut. Un défaut qui petit à petit va devenir une dimension esthétique dans l'image. Et il y a d'autres moments importants dans le film. La séquence française, par exemple, avec Aurore Clément, a été tournée avec des optiques Technovision qui donnent une image très douce. Et ce que je veux dire par image très douce, c'est le fait que Storaro va utiliser des systèmes différents, des systèmes de forme différents en rapport avec un message de fond. C'est exceptionnel de faire ça. Il retentera cette expérience dans son film Little Buddha, où il utilisera 5 procédés d'acquisition différents, chaque fois en rapport avec un fond. On n'a pas le temps pour aller plus loin. J'insiste sur le fait que ce que vous allez découvrir ici, c'est un hommage à la forme originelle des différents systèmes d'acquisition choisis par Vittorio Storaro. 2 mots pour le son. C'est Walter Murch qui est un monteur, mais qui est aussi, sur cette production, le mixeur. Et Walter Murch va travailler en collaboration avec le laboratoire Dolby à améliorer la qualité du son au cinéma. Le son a toujours été le parent pauvre au cinéma. Et bien avec un premier film, avec La Guerre des Étoiles en 1977, les laboratoires Dolby vont petit à petit améliorer la qualité du son. Et avec Apocalypse Now, il y aura un bond vraiment décisif dans l'amélioration du son au cinéma, dans 2 domaines. Premier domaine, c'est là, je ne vais pas appeler ça la spatialisation, c'est dans la qualité des sons immersifs. On a l'habitude aujourd'hui au cinéma d'entendre des sons partout, derrière, à droite, à gauche, sur les murs. Eh bien, ça n'existait pas en 1977-78, sauf dans quelques cas rares, les salles équipées en 70 mm. Oublions ces salles, parlons d'exploitation conventionnelle. Eh bien, ça n'existait pas. Et Walter Murch, en collaboration avec Dolby, va introduire des sons immersifs, des sons arrière en stéréophonie. C'est l'origine du 5.1. 5.1, ça veut dire 3 canaux derrière l'écran, 2 canaux pour les sons arrière. Et vous allez voir, ce qui est important dans l'introduction de ces procédés, ce n'est pas qu'il y ait X nombre de canaux, c'est l'impact sensoriel sur le public. Vous allez être impressionné dès le début du film par un son immersif stéréo. Alors c'est important la stéréophonie, vous allez entendre des bruits d'hélicoptères qui tournent. Non mais, attendez, ça semble rigolo. Les intellectuels, au début, se roulaient par terre de rire. Eh bien, ils peuvent rester dehors. Hein. Ce qui compte, c'est l'impression physiologique et l'impact que cela a sur le rapport fond-forme dans le langage filmique. Donc, première dimension importante, un son immersif, réel. Qu'on en rit ou pas, ça ne change rien. On est proche de la réalité. Un autre problème, ce sont les infrabasses. Alors un hélicoptère, ça fait beaucoup de bruit, de basse fréquence aussi, que l'on ressent parfois plus que ce que l'on entend. Eh bien, c'est l'origine des subwoofers, de ce qu'on appelle point 1, 5.1, ça veut dire 5 canaux stéréo. Point 1, c'est parce qu'il faut 1/10 de quantité de mémoire qu'une piste normale pour l'enregistrer, mais cela veut dire qu'on ajoute des infrabasses. Pourquoi ? Parce que si on utilise les haut-parleurs de scène, comme c'était le cas en 1979, pour reproduire des basses fréquences, eh bien, toute l'énergie des amplificateurs était prise pour reproduire les basses et cela introduisait énormément de distorsion pour le reste du son. Dolby a donc eu l'idée, pas Dolby, Murch, ceux qui faisaient le son d'Apocalypse Now, ont eu l'idée d'ajouter des haut-parleurs spéciaux pour les basses et de séparer le son des très basses fréquences du reste de la chaîne. Cela finit par nous donner un son d'un réalisme époustouflant. On est proche de la réalité. Eh bien, on doit cela à Apocalypse Now. Alors là, j'ai envie d'un tout petit peu parler pour moi. Moi, en 1979, je faisais un stage chez Dolby, qui a duré plus d'1 an, et j'étais journellement, presque journellement, informé du résultat des études faites par Murch et dans le studio Zoetrope à Los Angeles. Et quand je suis rentré en Belgique, j'ai dit à mon épouse, j'ai envie d'une salle de vision
comme le Zootrope chez Coppola, et elle me dit « Ok, tu l'as fait bien ou tu l'as fait pas ». Et j'ai, à côté de ma maison, mais jouxtant ma maison, une salle de vision privée qui est une copie du studio Zootrope, parce que quand j'ai lu toutes les informations concernant l'acoustique et les équipements de cette salle, je me suis dit, si je veux étudier l'histoire du son au cinéma, j'ai besoin de ça. Ça devient un outil d'étude et de recherche. Eh bien, sans me vanter, voilà, j'ai chez moi une salle. Enfin, je me vante un petit peu. Mais... Moi, j'ai... T'as fini, Jean-Pierre? Non, ouais, vas-y. Non, j'ai une dernière chose à dire. Vas-y. L'origine du titre Apocalypse Now, je le tiens d'un camarade qui a longuement interviewé John Milius. Alors c'est difficile de parler d'Apocalypse Now sans évoquer John Milius. Pour faire court, John Milius est le scénariste de la bande, en fait, de la bande Spielberg, De Palma, Lucas, Coppola et tout ça, qui est un cinéaste aussi, qui a fait Conan le Barbare, The Big Wednesday et d'autres films, qui est un scénariste incroyable, une personnalité hors norme, on va dire, amateur de whisky et de cigares, et qui est le héros d'un de mes amis proches. Et mon copain a longuement interviewé Milius, et il lui a demandé un jour, mais d'où vient le titre Apocalypse Now? Et Milius, qui est un réac, qui était réac dans les années 70, pro-fusil, pro-gun, etc., détestait les hippies. Il les détestait. Et à Malibu, en Californie, il y avait énormément de hippies, et il y avait des banderoles partout, Paradise Now, Nirvana Now, we want peace, we want Nirvana Now, blablabla. Et Milius était tellement haineux vis-à-vis des hippies qu'il a dit « Fuck them, Apocalypse Now ». Et je trouve que ça reflète bien le film que vous allez voir ce soir. Ok. Voilà, pardon, je voulais finir. En invitant tout le monde chez toi? Non, certainement pas. Non. En invitant le public, vous, merci d'abord d'être là. C'est à redécouvrir ces œuvres qui ont marqué l'histoire de l'image et du son au cinéma dans une salle qui respecte l'héritage. Je l'ai dit, mais j'insiste, quand on est assis là où vous êtes, vous allez découvrir le film comme Coppola le voulait en 1979. Et ça, bravo au Palace. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. Je vous dis tout de suite. Ouais, merci. La plus belle salle de Bruxelles, c'est celle-ci. Merci Fabrice, merci Jean-Pierre. D'ailleurs, si vous voulez revoir un film, alors là en 35 mm et avec une présentation de nos amis, ce sera le 30 novembre, ce sera Hell in the Pacific de John Borman. En attendant, passez une bonne soirée. Voilà.